coder Warren Buffett. Donc voilà, à l'âge de l'IA, c'est quand même une ambition intéressante. On a quelques investisseurs comme ça qui battent les marchés. Surtout là, en ce moment, on a vu, c'est bien Warren Buffett. Alors, on enregistre en avril 2025 et on voit tous les investisseurs, tous les plus gros, tous les plus riches au monde qui ont leur net worth, c'est leurs indices, ou en tout cas leur patrimoine qui est en baisse, dans le rouge, et on voit Warren Buffett qui est dans le vert. Bon, c'est rigolo, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des moments où lui est dans le rouge. Ce qui compte, c'est aussi le long terme. Là, on est sur du court terme. Mais vous, votre ambition chez VIA-AM, Guillaume, c'est potentiellement, enfin pas potentiellement, c'est de pas forcément faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire de l'index en ce moment. C'est de faire quand même du long terme, du ladder. On va apprendre plein de choses aujourd'hui. Mais c'est possible, ça, de coder Warren Buffett? Alors, c'est un raccourci. Non, l'idée, c'est simplement de regarder ce qui marche. Moi, j'ai commencé ma carrière plutôt avec des stratégies académiques. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que les profs de fac américaines, c'est pas eux qui gèrent l'argent. Puis, il y a pratiquement 20 ans, on s'est reposé la question de se dire, mais qui sont les champions du monde, champions olympiques du stock picking? Et alors, il y a Buffett, mais il y en a d'autres. Comme je t'en ai tout. Graham, qui est le papa professionnel de Buffett, Peter Lynch... Il y a plusieurs, Greenblatt, il y a toute une série d'investisseurs américains qui parfois sont liés entre eux d'ailleurs. Elles se décollent autour de ça. Et donc il y a une vingtaine d'années, on s'est posé la question de savoir, d'abord, est-ce qu'ils avaient vraiment des performances très positives? Donc d'abord, on a confirmé que leur performance était anormalement positive, trop bonne, si on peut dire. Et puis à partir de là, il y avait deux possibilités. C'est soit c'était des génies et nous, on ne pouvait rien faire, soit ils appliquaient des méthodes ou des raisonnements qui étaient plus ou moins réplicables. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui serait, qui sont que quelques-uns et ils influencent entre guillemets les marchés, c'est-à-dire qui ferait que ce serait pas si réplicable que ça, parce qu'en fait, ils deviennent tellement gros, ils sont tellement suivis, ils sont tellement gourous, qui est un terme que vous aimez bien. Un gourou, en fait, c'est pas juste du talent, c'est qu'il a aussi de l'influence, quoi. Alors, c'est le cas de Buffett aujourd'hui, mais c'était pas le cas de Buffett au départ. Et en réalité, ses performances les plus impressionnantes étaient plutôt au départ. Donc oui, il y a des effets momentum, des effets de suivi, mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est le rapport de cause à effet dans leur performance, c'est à comprendre pourquoi ce qu'ils faisaient pouvait aboutir à une performance qui était anormalement positive. Donc on a essayé de bien comprendre ça, et alors aujourd'hui Buffett, c'est un concept marketing, mais si on regarde dans le détail, c'est plus que ça, et c'est beaucoup plus mécanique que ça, et c'est aussi assez simple. C'est pas on parlait de la blockchain tout à l'heure, c'est pas de la blockchain. Ok. Il y a des choses plus simples que d'autres dans la blockchain, mais en effet, je racontais Guillaume que j'étais à un dîner de la Paris Blockchain Week hier, sous la pyramide du Louvre, c'était sympa, mais qu'il y a un moment, il y a quand même un mec qui est arrivé, qui a commencé à me parler. En plus, tout le monde parlait anglais. Bon, je parle bien anglais, hein, mais j'étais vraiment accroché. J'ai compris pas mal, mais ce que j'arrivais pas nécessairement à voir, c'était notamment dans tous ces concepts, ce qui était vraiment sérieux. Et puis, tu vois, des trucs où tu es vraiment sur du concept où tu es des cryptos qui sont... Et à un moment, je lui demande d'ailleurs les scams, les machins, et le mec m'a répondu, ouais, c'est jamais très clair, mais tu sais, il y a quand même des scams qui valent aujourd'hui des milliards, donc sur lesquels, des cryptos sur lesquels il n'y a aucun fondement, il n'y a rien derrière, et puis ça fonctionne. Donc, en gros, sa réponse était pas claire non plus, même pour lui, tu vois. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Guillaume Dolicy, donc vous avez créé à combien, enfin, VIA-AM, il y a combien de temps? C'était il y a 7-8 ans. Ok. Notre équipe, on venait de chez BNP, Société Générale, des grandes banques d'investissement qui nous ont permis de grandir. Et puis, on a décidé de se lancer, notamment parce qu'on a pu récupérer une expertise très particulière qui est un peu technique, qui est le fait de retraiter la comptabilité, qui est un dada de Buffett. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est gérant ou analyste financier, on se base en grande partie sur les bilans et les comptes de résultats des entreprises pour faire ces comparaisons. Qui sont tous publiés, hein, c'est obligatoire dans les marchés cotés. Avec des normes, etc. La problématique, c'est que la comptabilité, elle est à la fois flexible. Donc, en fait, selon le directeur financier, on n'aboutit pas au même chiffre. Et elle n'est pas très économique. Ça vient du XXe siècle, les actifs réels, les machines-outils, etc. Et le monde a complètement changé. Et la comptabilité, aujourd'hui, elle permet pas de faire justement des sélections de titres facilement. Donc, on va la refaire à la place des entreprises.
on va la normaliser, indépendamment justement des dernières normes comptables, pour la rendre plus comparable et plus économique. Voilà. Ok. Je vais essayer d'interpréter ça à ma manière pour des petites entreprises que j'ai pu gérer, opérer, tu vois, plutôt d'une centaine de collaborateurs ou dans des choses flexibles, par exemple. J'aimerais peut-être que tu m'expliques pourquoi et comment c'est flexible, à quel point. Moi, j'avais, par exemple, en fin d'exercice comptable, on avait ce qu'on appelait, comment elle appelait ça, tu vois, on pouvait balancer une partie du revenu sur l'année suivante ou l'année d'avant, tu vois, et des dépenses pareilles. Donc là-dessus, on avait un arbitrage à faire qui était de dire, bah regarde là, sur ce projet ou sur ce client, on a effectué 80% ou 90%, celui-là on vient de le signer, on l'a signé, nous on a arrêté fin juin, donc bon bref, on va dire on l'a signé 1er juin, mais en fait on n'a pas vraiment commencé à travailler, on a reçu la compte, donc la compte on va peut-être quand même le comptabiliser dans l'année précédente, tu vois ce que je veux dire. Donc tu avais un arbitrage là-dessus qui faisait qu'en fait, à la fin de l'année, tu pouvais passer de 3% de rentabilité à 5, 6, 7, 8, enfin tu vois, et d'ailleurs peut-être plus, parce que si tu jouais en même temps avec les charges, seulement si tu joues à ça, évidemment l'année d'après, si tu balances, t'enlèves des charges et que tu balances beaucoup de revenus parce que je sais pas, tu veux vendre ta boîte, l'année d'après, ta boîte, elle part dans le rouge parce que tu vas récupérer des charges et enlever du revenu sur l'année suivante, quoi. Donc, tu as toujours une dette à payer là-dessus, quoi. Ça fait partie des choses, des maquillages un peu pas comptables que tu peux avoir. Alors, sur les grosses boîtes, c'est un tout petit peu moins vrai, même si c'est le cas. Mais l'exemple est quand même très important parce qu'il montre la flexibilité, tout en restant dans un cadre légal. C'est-à-dire que la comptabilité permet de faire des choix flexibles qui vont notamment en général être motivés par le fait à un instant donné de payer moins d'impôts ou de favoriser une acquisition, etc. Et le problème pour les analystes ou les gérants comme nous, c'est que on a une boîte qui fait une chose, une autre qui en fait une autre, etc. Et elles ne sont plus comparables. Donc le fait de faire la comptabilité à leur place, de prendre les mêmes hypothèses dans les mêmes situations, permet justement d'aboutir à une meilleure comparaison. Mais tu n'as pas, quand tu es... Alors, je savais en effet que Warren Buffett était là. C'est en plus un truc méga chiant, hein, quand même, faut le dire. Tu n'as pas envie de faire ça. C'est pour ça qu'il y a de la valeur. Ouais, c'est ça. Mais la problématique, j'imagine, là-dedans, c'est que toi, t'es pas un financier interne. Tu n'as pas toutes les données. S'il donne toutes les données brutes, quand même. Alors, justement, ouais. Donc, le monde a un peu changé. On bénéficie de la technologie. Donc, on va absorber au format digital une énorme quantité de données. Les FEC, les fichiers d'écriture comptable, non, quand même. En fait, on va même lire les footnotes. Et on va pouvoir rassembler méga chiant, hein, quand même. Alors c'est fait beaucoup en code, par les notes en pied de page, oui, bien sûr. Donc ça, c'est tout l'avantage de la technologie, du NLP. Et donc ça va nous permettre de reconstruire des bilans sur une base économique. Ça veut simplement dire comprendre bien 3 choses. Combien d'entreprises doit en termes de passifs. Et aujourd'hui, il y a des problématiques de hors bilan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est que vous pouvez dire que vous devez des choses, mais vous ne les mettez pas dans le bilan. Vous mettez dans le hors bilan, par exemple. Les dettes environnementales, ce genre de choses. Et nous, on va considérer que c'est un passif comme un autre. Après, c'est bien comprendre tous les actifs. Et notamment, au XXIe siècle, il y a beaucoup d'actifs qui sont immatériels. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la marque, la recherche, tout ça, c'est pas souvent capitalisé. Donc, nous, on va le capitaliser. Et après, il y a aussi le chose le plus important. Alors, c'est un peu technique pour les auditeurs aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet complètement, mais c'est les durées de vie. Donc, on compare des entreprises qui ont des business models qui n'ont pas la même durée de vie. Quand on exploite un barrage hydroélectrique sur 80 ans, c'est pas pareil que d'exploiter un software avec des releases tous les 5 ans. Très intéressant. Non, et c'est vrai que le hors-bilan et la marque, alors ça, c'est vraiment des choses, c'est super intéressant parce que je vois, maintenant que tu le dis, je réalise qu'en effet, Warren Buffett est exceptionnellement fort là-dedans. En particulier la marque, parce qu'il a toujours valorisé les marques. Les financiers traditionnels ne voient absolument pas les valeurs de marque. Enfin, non, mais pardon, je suis peut-être un peu trop sévère, mais moi je trouve que c'est très très sous-exploité. En tout cas, notamment dans mon univers des plus petites entreprises, c'est pas forcément bien visible, alors que t'as une marque, ça vaut cher, quoi. La confiance, la beauté, le prestige, toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui est sous-évalué, je pense. Absolument, mais je pense que les grandes entreprises savent très bien qu'elles ont ces actifs, mais simplement pour elles, ça peut être plus intéressant d'un point de vue fiscal de ne pas les avoir dans le bilan. Voilà. En fait, il y a une espèce de double réalité. Il y a la réalité comptable qui est un peu déconnectée,
et puis il y a une réalité économique. Donc on essaie de transformer la comptabilité pour l'approcher de la réalité économique. Ok, et je reviens juste, parce que sur une valorisation, je comprends, mais une marque ou une dette environnementale ou une dette sociale, ce que tu appelais le hors-bilan tout à l'heure, par exemple, je sais pas, une dette sociale, ça va être que tu sais que dans tes employés, à travers le monde, il y a quelque chose qui est en train de monter, une fronde, et voilà. Vous allez potentiellement le prendre en considération. Alors, c'est pas aussitôt, mais dès que c'est déclaré en provision, c'est le cas. Il y a un exemple assez connu qui est celui de Volkswagen. Alors, ça date un petit peu. Et il y avait le fameux scandale du CO2. Je sais pas bien sûr. Voilà. On a qui trafiquaient les voitures pour passer des tests. Donc, des tests sur des bancs. Ils arrivaient à détecter qu'ils étaient sur un mode test. Et donc, la voiture se comportait pas comme dans le monde réel, quoi. Mais comme ils savaient que ça allait un jour leur retomber dessus, ils ont passé une provision de plus de 4 milliards dans leur hors-bilan, et c'était pas décrit comme tel. Et un jour, on a compris que c'était ça. Et donc pour nous, cette provision-là, elle était de nature d'une dette, même si elle était hors-bilan. Donc c'est des choses assez basiques. Donc évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Et ce qui est très important, c'est de dire que souvent la valeur, elle est sur des sujets qui sont très ennuyeux. La comptabilité et les bilans, c'est extrêmement ennuyeux. Et comme personne les ouvre et personne fait le travail, il y a une valeur à le faire. Ok. Très clair. Et ça, ce sont des choses que quand tu es dans du stock picking et que tu es on va dire, un boursicoteur, c'était le terme avant, je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, mais ça, tu le vois pas du tout. Alors, tu es vraiment un gros nerd et à ce moment-là, va bosser dans la finance. J'imagine que la technologie là-dessus, tu l'as dit un peu tout à l'heure, LLM, LMP, intelligence artificielle, est en train de absolument tout révolutionner, parce que ce boulot chiant, elle va être capable quand même d'analyser des choses, de détecter des choses, de consolider énormément. Sur les chiffres, c'est pas toujours bon, mais il y a aussi beaucoup, tu parlais de footnotes, de choses qui sont hors chiffres en fait dans tout ça, quoi. Je dirais que comme dans tous les secteurs, la technologie, c'est un choc potentiel de productivité. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire le lien finalement entre un métier un peu poussiéreux qui suit du comptable et d'analyste avec quelque chose de plus tech pour essayer de mettre un petit choc de productivité là-dessus. Mais la techno est un moyen, pas un objectif. C'est-à-dire que la techno, elle sert à faire quelque chose de tout à fait fondamental, mais simplement de façon en temps beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace, quoi. Ok, très clair. Donc à la fin, aujourd'hui, il y a... c'est vrai que je la suis dans les grandes lignes. Alors en ce moment, c'est moins bien, mais moi, quand on passe du long terme, il y a une grande mode de l'index, de l'ETF. Tout le monde fait que ça. Je le dis, je le répète, je me trompe d'ailleurs probablement, mais moi, j'aime pas trop les grandes modes, parce que je me dis à un moment, quand tout le monde fait ça, c'est qu'on est parti sur un endroit où il va se passer quelque chose. Bon, là, les marchés sont en train de dégringoler quand on se parle, parce qu'on est au moment des annonces douanières, des tarifs de Donald Trump. Après, ça veut pas dire que dans 20 ans, ils seront pas remontés. Donc, tout le monde fait ça, c'est la simplicité. Il y a très peu de frais, voire quasiment pas. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Vous, chez Via-M, c'est pas votre délire. Vous êtes sur un délire qui est plus complexe. Est-ce qu'il est plus... comment il fonctionne déjà? Qu'est-ce que c'est que le ladder? Et est-ce que c'est plus performant? Je te mets plein la vue, et t'inquiète, je te couperai pour avoir des détails. Mais... Donc il y a 3 questions dans la question. La première sur les ETF. Alors, c'est pas notre délire. C'est pas ce qu'on fait, mais ça reste un outil formidable. Je veux dire, ça a été un outil de démocratisation de l'investissement, à mon avis, complètement exceptionnel. Mais c'est vrai que le succès a un impact. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que quand tout le monde se met à faire la même chose, qu'il n'y ait pas d'impact sur les prix des actifs. On a pas mal publié de recherches là-dessus. Nous, on date le démarrage d'un impact excessif sur les ETF après 2016. Donc depuis 2016, les flux qui arrivent sur les ETF sont beaucoup trop importants par rapport au reste du marché. Et il nous semble déformer les prix. Donc, ça veut dire que, par exemple... Pardon, okay. Donc toutes les entreprises qui sont dans les index sont survalorisées par rapport à certaines entreprises. Voilà. En fait, nous, notre calcul, par exemple, pour l'Europe, c'est à peu près 40%. C'est-à-dire qu'en moyenne, alors ça peut être des ETF aussi, mais en moyenne, les ETF, pour vos auditeurs, ils sont pour la plupart pondérés par la capitalisation boursière. C'est-à-dire que alors, d'abord, pourquoi on sélectionne l'entreprise? Parce qu'elle est grosse. Et ensuite, le poids de l'entreprise dans l'ETF dépend de sa taille, donc sa capitalisation boursière. Et donc, il y a une prime systématique aux boîtes les plus importantes. Si on compare donc, ces ETF-là,
les plus répandus, à des portefeuilles équipondérés, donc c'est-à-dire que toutes les entreprises ont le même poids. L'écart d'évaluation est à peu près de 40%. Ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, le succès des ETF fait payer en moyenne trop cher les entreprises. Mais par exemple, je vais essayer de traduire. Donc on revient pour ceux qui nous ont perdus. C'est vrai que j'essaie toujours de le redire. Les ETF sont des trackers qui sont généralement, donc qui vont permettre de suivre un indice. Je vais prendre l'exemple du CAC 40. On peut acheter le CAC 40 pour 10 balles, si on veut, pour 100 euros. Voilà. Ce qui n'était pas forcément possible avant, parce qu'il fallait avoir une action pendant très longtemps de chaque entreprise du CAC, ce qui faisait qu'en fait, déjà, ça ne représentait pas exactement le CAC 40, puisqu'en fait... par exemple, LVMH doit représenter, je ne sais pas si tu sais, 10%, 20% du CAC 40. On ne suit pas trop le CAC, mais c'est un peu plus de 10%. Oui, c'est ça. Donc, sur 40 entreprises, on se dirait, si j'ai une action de chaque ou un montant, et voilà. Ce que tu disais dans Equipondéré, c'est qu'en fait, tu achètes un peu plus de LVMH si tu achètes du CAC 40, entre guillemets, exactement. Parce que la dernière action, je sais pas, récemment j'ai fait accord, ils sont 35e, 36e, mais ils doivent représenter 1% peut-être, ou 2%. Donc voilà. Donc ça, je comprends. Et toi, tu dis que donc, ça a plus d'impact sur quand j'achète massivement du CAC 40 et que je me dis, tiens, j'achète des ETF, évidemment, l'action d'LVMH, elle prend plus que les autres. Toutes choses égales par ailleurs, c'est le cas. Okay. Et donc, comme encore une fois, c'était un bon pressentiment. Quand quelque chose était un succès populaire très, très important, ça ne se fait pas sans impact sur la valeur des actifs sous-jacents. C'est vrai dans tout. C'était vrai sur l'immobilier. Si tout le monde se met à acheter l'immobilier, toutes choses égales par ailleurs, il devient plus cher. C'est pareil dans ce cas-là. Maintenant, pour pas être catastrophiste sur le sujet, moi, je vois pas de crack sur les ETF eux-mêmes pour qu'il y ait, un peu comme le subprime, ces événements extrêmement graves sur des actifs financiers. En général, il faut 2 autres paramètres problématiques. Un problème de liquidité. Les ETF, précisément, n'ont pas de problème de liquidité pour la plupart, sauf exception, et du levier. Ils n'ont pas de levier. Donc, qu'il y ait de l'emprunt et qu'il y ait des gens qui puissent plus rembourser. Voilà, là, c'est pas le cas. Voilà, c'est simplement qu'aujourd'hui, les ETF sont moins bon marché qu'ils n'ont pu l'être. Alors, facialement, en frais de gestion, ils sont très bon marché. Ouais. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas particulièrement bon marché puisqu'on va avoir tendance à payer des entreprises un peu trop cher. Oui, alors pareil, j'essaie de, pas forcément que reformuler, mais au moins essayer de voir si j'ai bien compris. Ce qu'on dit, c'est que finalement, si tu achètes du Tesla trop cher, mais que dans 2 ans, il est encore 2 fois plus cher, et donc 2 fois trop cher, quelquefois, tu auras fait 2 fois quand même. Quoi. Même si tout le monde est là-dedans, il n'y a pas de raison que ça rompe et que ça craque complètement, sauf une sortie massive de personnes, alors ce qui est déjà arrivé par le passé quand même, mais une récupération de liquidité. Et la question, c'est quelque chose donc, qui pourrait s'installer, c'est de se dire, en fait, il y a les entreprises qui sont dans les indices, qui sont survalorisées avec un prix. Donc, on va chercher généralement des types de valorisation sur, comment on appelle ça, pas les taux des TRI, les PER, le Price Earning Ratio, etc. On va se dire, si tu es dans des indices, dans tel indice, ton ratio, il y a une prime, elle est de temps. Et puis, celles qui sont en dehors, en fait, même si tu fais un EBITDA de malade, que tu fais 50% de résultats et que machin, de toute façon, t'es trop petit, t'es pas dans l'indice, donc t'es sous-valorisé, c'est ça? Alors, c'est déjà ce qui se passe, et je dirais c'est pas vrai que pour les ETF. Par exemple, régionalement, il y a des régions qui ont toujours des primes d'évaluation par rapport à d'autres. Par exemple, le marché américain a plus ou moins toujours une prime d'évaluation parce qu'il est plus... Voilà, ça sera peut-être un peu moins vrai. On est en avril avec Trump, mais disons que ça, c'est pas spécifique aux ETF. Mais effectivement, les ETF semblent aujourd'hui impliquer une prime d'évaluation particulière. Mais attention, les entreprises qui composent les indices, ce sont quand même des objets économiques réels. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, les prix qui sont anticipés dans les cours de bourse aboutissent, soient liés à un résultat économique futur. Si ces entreprises, dans les années qui viennent, ça peut être à long terme, ne délivrent pas les résultats qui sont dans leur cours de bourse actuel, il y aura un problème. Ok, je retraduis ça aussi, ce qui veut dire que si tu es assez expert, que tu sais bien lire les bilans, que tu investis sur du moyen long terme comme un Warren Buffett, que tu arrives à lire, entre guillemets, celles qui vont sortir des index et perdre leurs primes et celles qui pourraient y rentrer, là, c'est jackpot.
Oui, alors jackpot, c'est pas du casino, mais disons qu'effectivement, ce lien, enfin, en tout cas dans l'histoire, il y a toujours eu un rattrapage entre les marchés et la réalité économique. C'est un rattrapage qu'on ne peut pas timer, on dit, on ne sait pas quand ça se produit, mais il y a quand même à un moment donné un retour aux fondamentaux, quoi. Et donc les ETF aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est simplement qu'en moyenne, ils sont trop chers par rapport au reste du marché, parce qu'ils ont un succès absolument énorme, et que pour les investisseurs, ça peut être important de se poser la question d'avoir peut-être des positions, enfin des investissements actions qui soient plus liés, non pas à la taille des entreprises, mais aux qualités fondamentales des entreprises, leur rentabilité, leur niveau d'évaluation, des choses plus économiques. Un tracker, là on parle des ETF, il est fait sur des indices. On pourrait complètement faire un ETF sur des critères qui seraient le price earning ratio. C'est déjà le cas. C'est le cas. Oui. Alors c'est très minoritaire, un peu moins aux États-Unis. C'est très minoritaire en Europe encore. On réexplique le PER en 2 secondes. Donc c'est le price earnings ratio, donc c'est le prix de l'action divisé par les résultats nets de l'entreprise. Alors, cette année où les résultats attendus 1 an, il y a plusieurs types de price earnings. C'est une des mesures parmi beaucoup d'autres que nous on n'aime pas trop. Parce que le résultat net d'une entreprise, par définition, il est très manipulé. Donc ça revient au début de la discussion. Donc on préfère des résultats beaucoup plus opérationnels qui permettent de mieux représenter l'efficacité de l'entreprise dans son business que justement du net. Mais c'est un des ratios parmi d'autres qui peut être utilisé pour pouvoir évaluer une entreprise. Ok. Et alors, on pourrait faire des ETF sur encore d'autres choses. C'est ce que vous faites, vous? Alors, on ne fait pas des ETF, mais en fait, ça pourrait pratiquement être des ETF. La difficulté des ETF, c'est que, donc ça, c'est une qualité, c'est très transparent. Mais qui dit transparent, vous êtes obligé de donner non seulement vos positions, mais vos changements de position en amont. Et ça, c'est pas super, parce qu'il y a ce qu'on appelle des arbitragistes, dont le métier, c'est de venir anticiper les flux des ETF. En amont, alors ça c'est un peu technique, mais le fait d'être justement... J'y suis presque, je pense, l'arbitragiste, j'ai bien compris le fait de donner ce qu'on va faire en amont, ça va permettre à des gens de jouer contre nous. Avant, exactement. Parce que tu as un petit lag de temps, combien de temps? En fait, les indices, vous allez donner peut-être quelques jours avant ou 48 heures avant le changement d'indice. Ouais, donc si tu es BlackRock ou quelque chose comme ça, sur l'ETF, ça va vraiment potentiellement... Voilà, et donc il y a des gens dont c'est le métier de venir arbitrer ce type de situation. Donc ça, c'est toujours... C'est pour ça que les ETF classiques... Pardon. Non, mais ça me fait mourir de rire parce que t'as quand même vraiment des boulots de crevard dans la finance quand même. Enfin, pardon, mais arbitragiste sur les ETF, tu te dis, mais quel sens ça a tout ça pour la société, non? Je sais pas. Alors oui et non, je comprends. Éthiquement, ça n'a pas d'intérêt, mais en termes de marché, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet justement aux ETF d'avoir plus de liquidité, plus d'intervenants, et plus ils ont de liquidité, de façon un peu pratique, plus c'est facile pour les épargnants d'investir. Donc parfois, il y a des mauvaises choses utiles. Des choses qui ne sont pas éthiques a priori, qui finalement sont utiles. J'embrasse tous les arbitrageurs d'ETF qui nous écoutent, mais non, je trouve tu découvres toujours des trucs, c'est tellement technique. Puis alors, quand tu n'as pas eu cette discussion avant, que tu te retrouves à un dîner avec un mec qui t'explique, oui, moi je fais de l'arbitrage sur les ETF, tu fais, ok, vas-y, tu m'as saoulé, mais ok. Donc on reprend, pardon, mais... Donc nous, vous faites pas d'ETF. On fait pas d'ETF. En théorie, on pourrait le faire en ETS. D'ailleurs, on fait des indices sur ce qu'on fait. Mais notre principe, il est vraiment basique. Donc, c'est pas le sujet de l'adder dont on va parler plus tôt, mais notre démarche un peu intellectuelle était la suivante. Il y a plus de 20 ans, on faisait des stratégies actions qui marchaient très bien. On s'est dit tout simplement, est-ce que les stratégies qu'on fait, qui sont basées sur des papiers académiques de recherche, sont les meilleurs? On se dit peut-être pas. Qui est-ce qui est le meilleur en stock picking? On parlait de Buffett et d'autres. Comment ont-ils fait? Et puis donc on a essayé, si simplifie, de coder ce qui racontait. Et sans avoir une méthode vraiment Buffett, on a conclu qu'une partie de ce qu'ils faisaient, c'était simplement d'acheter des entreprises avec un certain profil. Et qu'en moyenne, ce type de profil avait tendance à faire mieux justement que les indices. Et on se dit, pourquoi ne pas le faire? Là où on ajoute de la valeur, parce que ça, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, là où on ajoute de la valeur, c'est que pour aller jusqu'au bout de ce qu'est une bonne entreprise, on va jusqu'à retraiter et refaire sa comptabilité. C'est ça les 2 éléments. Il y a quelque chose, je me trompe ou pas, qui fait que vous faites peut-être pas,
c'est qu'il est quand même un peu interventionniste, Warren Buffett, non? Alors non, oui et non. Warren Buffett, d'abord, il a des positions très importantes. D'abord, Warren Buffett, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est un peu... Berkshire Hathaway. Donc Berkshire Hathaway, qui est non pas un fonds, mais une holding d'investissement de Warren Buffett, est aussi un réassureur. Donc Warren Buffett, il n'est pas tout à fait comparable à un fonds. Il a des métiers de réassureur. Donc en fait, il assure des assureurs. Et il détient des participations parfois totales à 100%, parfois majoritaires, parfois minoritaires sur des entreprises cotées, non cotées. Donc c'est un objet financier très particulier, quand même assez différent d'un fonds. Mais il n'en demeure pas moins que sa méthode, elle est assez simple. Alors, pour les geeks américains, enfin de Buffett américains, ils sauront qu'il avait un associé qui est mort il y a 2 ans qui s'appelle Charlie Munger. Oui. Qui était un des penseurs derrière la stratégie de Buffett et qui, en fait, expliquait très, très bien ce qui était pour lui un bon investissement. Et c'est vraiment une recette de grand-mère, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour eux, c'est une entreprise qui a des actifs économiques performants, c'est une usine, une marque, des labos de recherche qui ont une valeur de remplacement. Donc, si on devait les reconstruire, ça aurait une valeur X et qui vont générer une rentabilité Y qui soit la plus importante possible. Donc ça veut dire que l'entreprise, simplement, elle fonctionne. C'est pas juste un projet, c'est pas une idée, c'est quelque chose qui fonctionne. Ensuite, évidemment, l'idée, c'est que ça fonctionne dans l'avenir. Donc là, Buffett est assez bon parce qu'il essaie de trouver des situations dans lesquelles les entreprises ont des avantages compétitifs qui font qu'ils devraient continuer à gagner de l'argent. Donc c'est là où nous, c'est peut-être un peu plus difficile de le faire sur un très grand nombre. Et à la fin seulement, il se pose la question de savoir si l'entreprise est bon marché pour l'actionnaire. Parce qu'il y a une différence entre une bonne entreprise et un bon investissement. Je cite le papa de Buffett, professionnel, qui est Graham, qui nous dit « Une bonne entreprise n'est pas nécessairement un bon investissement si on paye trop cher pour les titres. » Une bonne entreprise n'est pas un bon investissement si on paye trop cher. Oui, si tu achètes une entreprise qui vaut 100 et que tu la payes 200, c'est pas un bon investissement. Ouais. Je vais prendre un exemple en termes de rentabilité. Imaginons une entreprise qui a un actif, une usine qui vaut 100 et qui génère 40 de profit par an. C'est exceptionnel, hein, c'est 40% de rentabilité. Si vous payez 10 fois le prix des actifs en bourse, vous avez 40% divisé par 10, 4%. Voilà. Et donc, il y a cet équilibre. En fait, Buffett, Munger, ces gens-là, c'est la recherche d'un équilibre entre la qualité d'une entreprise, sa performance, son avenir et son prix. Et d'ailleurs, Buffett déclare détester l'opposition entre ce qu'on appelle les styles value, les styles croissance, etc. Parce qu'il dit finalement, on essaie de trouver un équilibre entre ces paramètres. Donc nous, on a un peu construit... Value, pardon, j'ai fait des épisodes, il faudra que j'en refasse parce que j'avais adoré. Le value investing, c'est vraiment là plus justement sur la valeur intrinsèque de la boîte et on se dit, ok, je l'achète à bon marché parce qu'elle vaut plus. Croissance, c'est ce que tu vas payer sur l'avenir, souvent les entreprises tech, donc c'est pas forcément ce qu'elles valent maintenant, mais c'est ce qu'elles vaudront plus tard. Donc tu es moins sur du... Et après, tu as des stratégies de certaines d'invest qui vont être sur de la dividende, dividende Kings ou des choses comme ça. Donc tu as différentes strates d'investissement et lui, il les oppose pas, c'est ce que tu dis. Hein. En fait, oui, l'idée, c'est qu'un bon investissement, c'est souvent un mix un peu de tout. Pour essayer de maximiser le retour actionnaire. Et le principe de Buffett, encore une fois, le succès est énorme, mais les principes sont assez simples. C'est que Buffett, il n'essaie pas de prédire les marchés financiers. Il ne sait pas où sera le dollar dans 6 mois, ce que va faire Trump. Il ne sait pas, ça peut l'intéresser, ça peut être une curiosité, mais il ne prend pas de décision particulière là-dessus. Il va allouer son capital sur des entreprises qui ont le meilleur retour actionnaire en faisant l'hypothèse qui lui a réussi jusqu'à présent, qu'à terme, le marché va bien payer cette rentabilité. Quelque part, il a une approche plus économique que financière, si je dois vulgariser un peu ça. C'est-à-dire que... Plus économique que boursière, on va dire. C'est-à-dire que ça reste les deux étant financiers. C'est-à-dire que il y a deux idées qui paraissent s'opposer, mais j'aime bien dire ça, c'est qu'à court terme, le marché, c'est un peu un casino. Donc c'est pour ça que les gens ils disent c'est n'importe quoi, ça monte, ça baisse. Et c'est pas faux, hein, c'est un objet très peu prévisible. Et à long terme, au contraire, le marché, il est très réaliste par rapport à l'économie réelle. D'accord ? Et entre les deux, il faut essayer de faire son métier et ses choix. Et donc, Buffett, il est dans cette position de dire, moi, le court terme, il se passe ce qui se passe. Par contre, je vais essayer tout le temps d'être exposé à une réalité économique qui me soit le plus favorable possible, en faisant l'hypothèse qu'à terme, je serai bien rémunéré. Et c'est quand même... Il l'a prouvé, c'est-à-dire que c'est l'un des hommes les plus riches du monde en ayant fait ça.
Donc c'est important de pas grand-chose en plus. 100%, ok. Donc comment on transforme ça? Quel est votre métier, vous, exactement? Qu'est-ce que c'est le ladder? Comment on le code ou comment, et puis comment on peut le proposer? Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y aura plusieurs options. Comment ils peuvent refaire ce que tu fais, en s'arrachant les cheveux peut-être, en codant un peu, ou en étant un peu geek, ou en étant très expert comptable dans l'approche. Et deux, si j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas le temps comme moi, comment je peux le faire avec vous peut-être? J'imagine que tu proposes des choses là-dessus. Alors, sur la partie Buffett classique, on a simplement des fonds actions, donc comme des ETF actions sur les différentes zones, Amérique, Europe, monde, où on essaie de répliquer cette stratégie dans laquelle on va en permanence essayer d'être exposé aux entreprises qui ont le meilleur profil de création de richesse, et pour essayer de savoir si c'est bien le cas, donc on va retraiter la comptabilité. Ladder. Okay. Des fonds actions sont des fonds donc via AM, qui sont montés, que je peux acheter partout. Ouais, tout à fait. Ouais. Je peux mettre dans un PEA. Alors, voilà. PEA pour l'Europe. Ouais. Oui, il ne faut pas que j'ai des actions ou un certain nombre, c'est ça, sur les tout à fait. Donc pour le fonds Europe, c'est PEA. Les autres, ça peut être fait en assurance vie, en compte titre. Voilà, c'est assez classique. Et ça, je vais sur eToro, Bourso, peu importe, je cherche quoi via AM? Voilà, via, c'est des fonds qui s'appellent via Smart Equity Europe, US, World. Voilà. Ok. Donc ça, c'est combien? On en a sur la partie action, on en a 3. Europe, US et World. Okay. Les grandes zones classiques. Et pareil, je peux rentrer, sortir? Absolument, c'est quotidien, mais pas en alors contrairement aux ETF, vous pouvez entrer et sortir dans la journée. Ouais. Là, vous pouvez rentrer et sortir d'un jour sur l'autre. Ok. Et contrairement aux ETF, il y a plus de frais? Oui. Il y a des frais qui sont les vôtres. Ça, vous avez en tant que gérant de fonds des frais. Tout à fait. Alors, on a en général moins de frais que la gestion active traditionnelle parce que on fait de la gestion, donc on est un peu quantitative, comme on dit. Donc c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire mais le but, c'est d'apporter plus de valeur à l'actionnaire. Nous, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais ça. Sur les actions européennes, la surperformance, elle est de l'ordre de 300%. Donc ça vaut le coup. Un peu comme Buffett, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule, enfin c'est pas une martingale, même si c'est le sujet un peu du podcast, mais disons que ça marche pas tout le temps. C'est la quête, c'est pas le sujet. Voilà, c'est exactement. J'y suis presque. Mais à long terme, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ok, et donc les frais, si moi j'investis 1000 €... voilà, ça va être selon les montants, je dirais entre 1,5% et 0,5% selon les montants. Quoi. Par an? Par an, oui. Ok, et il n'y a pas de caride, il n'y a pas de... Enfin, vous prenez pas de frais à la performance. Alors et si je rentre et je sors, je rentre, je sors, il y a des frais? Alors, les frais de votre intermédiaire financier. Ok, donc ça pas pour vous? Non, pas pour nous. Donc vous prenez entre 0,5 et 1,5? Ouais, en fonction des tailles, ouais. C'est en fonction des tailles et pas en fonction des intermédiaires? Que je comprenne, si je rentre par un conseiller en gestion de patrimoine, vous prenez plus de frais pour lui en distribuer ou ça dépend du conseiller en gestion de patrimoine. Ok. Ouais. C'est pas vous qui le redistribuez, c'est lui qui... Non, c'est parce qu'en fait, si c'est dans des contrats d'assurance vie, en fait, ça dépend beaucoup des supports qui vont être utilisés. Quoi. Mais le but, c'est évidemment d'apporter le maximum de valeur par rapport aux frais qui sont chargés. Quoi. Compris. Voilà. Donc ça, c'est pour les fonds actions. Et donc, un des sujets qui amène à cette discussion aujourd'hui, c'est un fonds qui est plus récent pour nous, qui est sur la partie plutôt patrimoniale, un fonds flexible. Donc, en général, les portefeuilles patrimoniaux sont faits d'actions, d'obligations, éventuellement d'autres choses. Et donc, on a essayé un peu avec le même raisonnement que celui qu'on a eu par rapport à la sélection d'actions de Warren Buffett, de retravailler cette allocation. Et c'est un produit donc, qui s'appelle Ladder. Ladder en anglais qui veut dire échelle. Échelle, d'accord. Et alors... comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Combien vous êtes pour bosser là-dessus? Et raconte-moi un peu, après tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cet épisode. Alors, il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur la partie recherche. Après, sur la gestion, on est à peu près 5 entre analystes et gérants et personnes techniques derrière. Donc Ladder, le concept est le suivant. C'est-à-dire que beaucoup de nos clients, nos investisseurs qui achetaient des fonds actions, acheter aussi des fonds flexibles diversifiés, donc actions et obligations, et nous ont remonté pas mal de frustration. La frustration était la suivante, c'est que ce sont des fonds donc un peu patrimoniaux, plan d'épargne classique, et il y a en général pas de catastrophe, mais il n'y a pas beaucoup de performance. Et notre analyse de la situation est la suivante, c'est que les gérants diversifiés ou flexibles ont un double objectif, faire de la performance et ne pas perdre. Oui, c'est ça. Là, eux, ils se plaignent parce que c'est bon père de famille.
Mais on n'aime pas le bon père de famille. Nous, on veut ne pas perdre. On veut gagner beaucoup d'argent, bah oui, évidemment, mais on est tous d'accord là-dessus. Et l'être humain étant ce qu'il est, les biais psychologiques font qu'à la fin, le fait de ne pas perdre de l'argent devient plus important que d'en gagner. Bien sûr. Et donc, il y a cette déception-là. Et donc, on a essayé avec ses yeux un peu à la Buffett, d'essayer de se dire, si on part d'une page blanche, comment est-ce qu'on peut repenser cette proposition de valeur pour que y ait moins de frustration à la fin. Et il nous semble qu'il y a une confusion des risques. Il y a une petite erreur dans l'analyse du risque qui est la suivante. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le cholestérol, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Si vous achetez une entreprise, ou si vous achetez une crypto, ou voilà, un actif, même à la limite un appartement, et que ça se passe pas bien, ça veut pas dire que ça va être le cas, vous pouvez tout perdre. Par contre, si vous achetez le marché dans son ensemble, donc là on revient un peu au sujet des ETF notamment, par exemple l'indice mondial des actions compose des milliers d'actions, sauf à ce que le capitalisme s'effondre, a priori, voilà, c'est pas, vous pouvez pas tout perdre. Et donc plutôt que de vouloir absolument minimiser sa perte à court terme, notre conseil, si on peut dire, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire de bénéficier des pertes à court terme pour aller acheter des actifs qui ont très peu de chances de perdre, in fine. Et ce qui est étonnant, c'est que notre industrie, donc de l'épargne, elle est construite à l'envers. Si vous êtes des utilisateurs de fonds, vous verrez souvent des critères qui s'appellent SRI. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les fonds, c'est les critères de risque. Oui, tout à fait. Qui permettent de catégoriser les fonds par le risque. Et cette catégorisation-là, elle est un peu contre-productive à long terme. C'est-à-dire qu'elle va vous faire mettre beaucoup de fonds très peu risqués et très peu rentables, et finalement très peu de fonds risqués. Et si ces fonds sont risqués parce qu'ils bougent beaucoup, mais qu'ils sont assis sur, par exemple, un ETF qui joue les actions mondiales, en fait, le risque de perte définitive, qui est le seul risque qui est vraiment problématique, il est assez faible. Et, voilà. Tu ne peux pas perdre tout. Enfin, je veux dire... si tu te mets sur le CAC 40, a priori, un indice, le fait de passer de t'investir 100, arriver à 0, la probabilité est infinitésimale. Elle existe, mais surtout, on peut la définir, c'est que c'est une guerre nucléaire, la fin du monde. Donc, d'ailleurs, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Il n'y a pas grand-chose à faire dans un cas comme ça. Mais le CAC 40, c'est déjà un risque trop important. Parce que si vous faites du CAC 40, il n'y a que 40 entreprises. Elles sont toutes françaises, alors même si elles ont des business partout dans le monde. C'est pas assez diversifié. Voilà, exactement. Donc, si je fais pas du CAC 40, mais par exemple un indice mondial qui a les plus grandes entreprises du monde, en milliers d'entreprises du monde. MSCI World. Exactement, pour ne pas le citer. Et donc, dans ce cas-là, la probabilité de perte, elle est très faible. Mais on a essayé de comprendre finalement dans quel cas l'épargnant allait non pas perdre définitivement, parce que ça n'arrive pas sur ce type d'indice, mais dans quel cas il allait perdre non pas sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, mais peut-être sur 30 ans. Et en fait, il y a quand même des cas. C'est-à-dire qu'il y a cet adage boursier un peu optimiste qui dit qu'à long terme, les actions, ça fait que monter. Ça, c'est voilà. Exactement, on touche du doigt ce que je pousse un peu en disant, voilà, quand tout le monde parle d'ETF, c'est voilà, tu rentres en dollar cost averaging, tu rentres au mois le mois, ta stratégie d'investissement au fur et à mesure. Tout le monde dit ça en ce moment. Et en gros, le sous-jacent, on ne te le dit pas exactement parce que tu n'as pas le droit de le dire comme ça, mais c'est dire, tu n'as aucun risque. Regarde les 30 dernières années, les 40 dernières années, les machins, si tu fais ça, tu es sûr dans 30 ans que ça arrive. Toi, tu me dis que c'est pas sûr, que tu vas gagner. Alors, déjà, il faut faire très très attention à un point, c'est que le dollar cost averaging, le fait de lisser son point d'entrée, il faut aussi penser au point de sortie. C'est quelque chose qui marche très très bien, mais il faut le faire sur le marché dans sa globalité, pas sur une action. Oui. Je vais pas un truc très simple. Le sens de l'histoire pour les marchés capitalistes, tant qu'il y a du capitalisme, c'est la hausse. Donc on est d'accord que tant que mais pourquoi c'est pas lié au marché, c'est que au sein des indices et des grands marchés, il y a des entreprises. Et ce sont les entreprises qui créent la valeur. Donc c'est pour ça que les marchés montent. Et la relation causale, elle est liée au fait que plus les entreprises gagnent d'argent, plus les marchés montent. Okay, donc quand vous êtes sur un ensemble d'entreprises, qui en plus dans les indices changent, donc toujours plus ou moins les gagnants de l'économie en permanence, vous avez cette trajectoire. Donc si vous faites un lissage, en général c'est une bonne idée. Mais on verra qu'on peut faire encore un peu mieux. Si vous faites ça sur une entreprise, là c'est beaucoup plus risqué. Pourquoi ? Parce que le sens de l'histoire sur une entreprise, c'est 0. Il y a un économiste qui s'appelle Schumpeter, qui a introduit le concept de destruction créatrice,
qu'est-ce qui fait que l'économie de marché, l'économie capitaliste est aussi performante? C'est que malheureusement, il y a une compétition très forte et que en permanence, les champions deviennent les perdants et il y a des nouveaux champions qui apportent des solutions qui sont plus favorables. Donc, ce conseil du lissage, je pense que c'est un bon conseil, voire un très bon conseil sur les marchés dans leur ensemble. Ça me semble beaucoup plus risqué sur une entreprise individuelle ou une crypto, ou voilà, parce que si jamais on a tort, ça peut aller jusqu'au bout, quoi. Je suis moins expert et forcément aligné dans l'ensemble. Je pourrais peut-être challenger ça sur l'or ou le Bitcoin. Tu dis une crypto, mais je veux dire, après, il peut y avoir un jour où le Bitcoin vaut 0, mais je veux dire, pour moi, c'est assez comparable comme actif. Et en l'occurrence, tu vois, j'aurais peut-être pas dit ça sur l'Ethereum, mais j'ai une tendance à faire du DCA sur l'Ethereum, et en l'occurrence, depuis quelques temps, c'est pas une si bonne idée. Mais alors, je suis pas du tout expert des cryptos. Je pense que l'or, qui est un sujet plus Buffett, même s'il a parlé des cryptos aussi dans des termes très, très peu positifs, mais l'or, indéniablement, c'est un actif historique avec une relation. Le sens de l'histoire n'est pas 0. J'en sais rien. En fait, c'est un truc psychologique. C'est-à-dire que l'or, la difficulté de l'or, c'est qu'il ne produit pas de revenus. Comme le Bitcoin. Voilà. Et donc, un actif qui ne produit pas de revenus, il va simplement être acheté ce que les gens veulent bien l'acheter. Alors, l'or a un avantage par rapport au Bitcoin, c'est que c'est quand même un actif industriel. Donc, il est utilisé dans les smartphones, etc., et un peu dans les bijoux. Donc, il y a quand même une valeur. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est une mauvaise. Ce qu'on va te dire, mais à ce moment-là, la valeur industrielle de l'or est probablement 1/1000 de sa valeur. Non, je crois que c'est $700 à peu près. Mais donc, non, ça a une valeur, sinon ce serait 700 versus 70 000. Non, de quoi le kilo, l'once. Ok, ouais. Mais encore une fois, je pense que ce qui est difficile pour dire ce que ça vaut, c'est que comme ça ne génère pas de revenus, pour des gens comme moi, c'est très difficile d'avoir un avis sur ce que ça vaut. Voilà, je suis d'accord. Et donc, c'est lié à la psychologie des gens. Le Bitcoin a d'autres avantages que n'a pas l'or. Tous les avantages de transfert d'argent, il y a plein de... Je ne vais pas les lister ici, mais ça reste un actif qui vaut ce que les gens veulent bien payer. Tout à fait. Une entreprise ou l'économie en général, c'est tout à fait différent. Ça produit de la valeur. Donc, asseoir son investissement ou son épargne sur quelque chose qui produit de la valeur, ça me paraît à long terme être quand même le choix plus pertinent. Ok, donc on a le constat. Ces entreprises vont vers 0. Les indices, en effet, en DCA, tu bénéficies de celles qui rentrent, qui sortent. Donc, celles qui commencent à tendre vers 0, elles finissent par sortir de l'indice. Elles perdent leur prime de l'indice, elles perdent machin. Si elles réussissent à se relever, tant mieux. Il y a des cas où, en effet, elles dureront peut-être des centaines, des milliers d'années, c'est possible. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. La statistique, elle est beaucoup plus dure que ça. C'est qu'en grande majorité, c'est pas le cas. Oui, bien Donc, sûr. en fait, on joue contre les probabilités. C'est-à-dire que si on mise sur une valeur, la probabilité qu'on ait tort, elle est plus le temps avance, plus cette probabilité augmente. Est-ce que là-dessus, on peut se dire que si on mise sur les valeurs qui sont tout en haut, je dis par exemple LVMH, où je reviens là-dessus, en fait, ta probabilité, elle est que tu la payes trop cher et que tu... Ouf. Non, je pense que ça, c'est pas forcément. Je pense qu'il vaut mieux acheter du LVMH qui est quand même une entreprise exceptionnelle avec des avantages compétitifs exceptionnels, qu'une autre entreprise qui a un seul produit à vendre avec un seul client. Les risques sont quand même beaucoup moins importants sur LVMH. C'est simplement de reconnaître l'histoire. C'est-à-dire de reconnaître, avant de faire des idées sur l'avenir, de ce qui se passe dans l'histoire. L'histoire, elle est assez dure. Dans le monde biologique, c'est Darwin. Pourquoi on est aussi évolué? Je ne sais pas si on peut considérer qu'on est évolué. C'est grâce à un effet darwiniste de sélection. Dans l'économie, c'est un peu pareil avec Schumpeter, donc l'économiste par rapport aux biologistes ici. C'est de dire, c'est parce qu'il y a de la compétition, parce qu'il y a de la destruction qu'on avance. Donc attention de ne pas être en face de cette destruction, c'est-à-dire de ne pas tenir une position, par exemple, qui est en train dont l'avantage ou le business est en train d'être détruit. Ok. Après, l'histoire du capitalisme, elle est très, très récente, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, comment vous positionnez par rapport à ça pour comprendre sur le ladder? Voilà, donc on est un peu reparti en termes de... Autre lien avec la biologie, en termes d'ADN, avec le lissage, donc le DCA, quelque chose qui marche très très bien. Alors, je précise bien que pour avoir la meilleure performance possible, il ne faut pas faire du DCA.
Parce que par définition... Alors, DCA, je reprends, je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure, DCA, Dollar Cost Averaging, c'est que tous les mois, tu rentres, toutes les semaines, tous les jours, peu importe ton patrimoine, au lieu d'investir, tu as 100 000 euros, au lieu d'investir 100 000 euros sur une action qui part dans l'espace ou qui se rétame, peu importe, là, tu vas dire, je vais prendre la même action, on a dit qu'il ne fallait pas le faire, je vais prendre un indice et je vais rentrer pendant 2 ans à coût de 2 000 euros par mois sur cet indice pour bénéficier des pertes et des hautes, quoi. Donc tu lisses, tu appelles ça un lissage. Voilà, c'est ce qui est peut-être un des termes qui permet de comprendre. Alors je précise aussi qu'il faut le faire à l'entrée et à la sortie, parce que si vous attendez le dernier moment si vous avez un objectif de sortie, vous avez le sujet. Donc simplement le fait de faire ça... sortir en DCA, ok. Voilà, très bien, ouais. le fait de faire ça, ce que ça permet, c'est de limiter la probabilité d'accident, d'avoir payé trop cher et en fait, de lisser le point d'entrée. Mais par contre, il y a un prix. Le prix, c'est que vous n'aurez jamais la meilleure performance possible. Celui qui a la meilleure performance, c'est celui qui rentre d'un coup au bon moment. Simplement, celui-là, il est plus chanceux qu'expert. Personne ne sait quel est le bon moment. Donc, je pense que c'est pour ça que le DCA, ça fait beaucoup de sens pour l'épargne. C'est vraiment quelque chose on ne peut que conseiller. Et on parle des mouvements de marché, on appelle ça de la volatilité dans nos métiers. Et en fait, quand on investit en une fois, on subit la volatilité, parce que c'est un coup de chance, quoi. Est-ce qu'on a investi au bon moment? Si on investit progressivement, on bénéficie de la volatilité parce qu'on a plusieurs prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Et on a retesté, on a publié sur la crise de 1929, voilà, plein de cas de points de départ pour montrer que le DCA, c'était quelque chose qui était vraiment très efficace. Et on s'est dit, pour revenir à la gestion diversifiée, actions-obligations classique dans l'épargne, on s'est dit, mais il y a sur le même principe que le DCA, donc qui se fait dans le temps, il y a un autre principe de lissage qui peut être appliqué, qui est lié au prix. C'est de se dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à acheter plus tôt quand les marchés sont pas chers et à s'alléger plutôt quand les marchés sont chers? Ce qui est quand même juste... voilà. C'est la base. La question, c'est quand tu parlais de chance tout à l'heure... Quand est-ce que les marchés sont pas chers? Parce que moi, je suis évidemment d'accord. Hein. Moi, j'aime bien acheter des choses pas chères et les vendre quand elles sont chères, a priori. Enfin, on est tous d'accord. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est que notre industrie de l'épargne ne fonctionne pas sur le prix. Donc, je reviens sur la catégorisation des produits d'épargne. Elle est catégorisée en fonction plutôt de la volatilité. C'est le critère SRI. Où quand vous achetez un fonds, vous avez une fiche produit dans laquelle il y a une catégorisation par risque qui est plutôt liée à la volatilité et pas au prix. Or, les recherches qu'on a pu faire et que d'autres ont pu faire aboutissent à la conclusion suivante, c'est que sur les marchés actions dans leur ensemble, dans quel cas on perd de l'argent, non pas à 5 ans, non pas à 10 ans, mais à 20 ans, mais à 30 ans, voire à 40 ans, c'est pas quand il y a de la volatilité, c'est quand on a payé trop cher. En fait, même sur le MSCI World, même sur le S&P 500, qui est un indice américain, on peut perdre pendant plusieurs décennies. C'est une possibilité. Et le seul critère dans l'histoire qui explique ça, pour le leader, enfin pour ce type de marché, c'est quand on a payé trop cher. Et pourtant, c'est pas du tout comme ça que sont construits les produits d'épargne. Ils sont pas construits sur est-ce que vous payez cher, est-ce que vous payez pas cher. Et donc l'idée ici, c'est de dire que peut-être qu'il faut avoir des actions, mais plus ou moins en fonction de ces actions sont chères ou pas chères. Et donc il n'y a pas de point absolu. De la même manière qu'on fait un lissage, le fameux DCA dans le temps, il faut faire aussi un lissage à la baisse et à la hausse parce qu'on ne sait jamais exactement est-ce que c'est le point bas, est-ce que c'est le point haut. Voilà. Donc on a construit une stratégie d'investissement autour de ça. Donc, j'aime bien appeler ça aussi une recette de grand-mère parce que c'est en français, l'expression c'est acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc il y a vraiment cette idée-là derrière. Et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui marchait très bien, qui est plein de bon sens et qui marche effectivement, qui marche très bien. Donc, si je reprends toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, c'est pas si décousu que ça. Vous achetez des actions pas chères et vous les revendez chères, en gros, hein, sur la durée, grâce à la recette de grand-mère, inspirée de Warren Buffett et toutes ces personnes qui sont les actifs qui sont productifs. Tu m'as donné deux, trois choses. Le prix de la valeur, ça c'est le troisième. Le prix de la boîte qui est pas cher. Sa rentabilité, ses perspectives. Ouais. Okay. Alors ça c'est pour acheter des boîtes entre elles. Donc ça c'est on va acheter celles qui ont le meilleur profil. Et après pour choisir, je reviens sur les modèles d'épargne classiques. Quand vous allez c'est chez votre conseiller en gestion de patrimoine, chez votre banque privée, on va vous proposer souvent des modèles d'investissement dits patrimoniaux où en fait c'est diversifié entre des actions et des obligations et éventuellement d'autres types d'actifs, de l'or, du Bitcoin, cash, du cash, etc. Et donc là-dessus, la question qui se pose, c'est combien d'actions par rapport à combien d'obligations. Les obligations, les titres ou le cash, c'est souvent une question de risque. Donc on vous dit,
moins vous voulez de risques, plus il faut de cash et d'obligations. Je simplifie, c'est grossièrement l'idée. Nous, on dit, en fait, pour un épargnant à long terme, par exemple pour un plan d'épargne retraite, on dit, en fait, non, c'est pas ça, ça devrait pas être ça le critère. Ça devrait être le critère, c'est combien d'actions en fonction de combien sont évaluées les actions aujourd'hui. Si par exemple les marchés sont très chers, il faut moins d'actions. Si les marchés sont plus chers, il faut plus d'actions. Pour une raison très simple, c'est que plus vous payez cher, moins vous allez gagner d'argent. Moins vous payez cher, plus vous allez gagner d'argent. Donc là, quand on a des marchés plutôt baissiers, vous vous dites, là, on va se renforcer en actions petit à petit. Exactement. Mais comme on ne sait pas exactement, on n'a jamais de certitude sur le point où c'est, est-ce que c'est le point bas, on n'en sait rien du tout. Donc l'idée, c'est d'accompagner les marchés à la baisse et inversement. Donc, contrairement à une stratégie de DCA dans laquelle je dirais j'investis, par exemple, ce que je peux faire, moi, 100 € sur un ETF MSCI World en action globale. Bon, vous n'êtes pas sur ça, si j'ai bien compris, parce que vous êtes sur potentiellement des valorisations et des choses spécifiques. La stratégie pourrait être de dire, OK, les marchés sont baissiers, donc plutôt que d'acheter 100 € par semaine, je vais en acheter 200, puis 300, puis 400. Alors ça c'est une montante, ça, carrément, au casino, c'est quand vous doublez votre mise. En fait, non, c'est simplement... À la baisse. À la baisse, oui. Mais là, l'idée, c'est de dire... On peut le faire aussi, hein, ça correspond aussi à ça. On peut simplement dire, c'est un peu comme ça qu'on a centré notre stratégie, mais il n'y a pas une formule, il y a plein de façons de le faire. C'est à peu près, tous les 5% de baisse, on investit 5% d'actions. OK. Voilà, en échelle. Donc, en fait, le point de départ, c'est qu'on va calculer la création de richesse des entreprises hors marché, donc à la Buffett, c'est combien le MSCI World, si je prends cet exemple-là, combien les entreprises du MSCI World gagnent d'argent, économie réelle, donc ça crée une trajectoire. Pour donner un ordre d'idée, les entreprises, elles vont créer entre 6 et 8% de richesse à peu près net actionnaire par an. Okay. C'est à peu près de cet ordre-là. Et plus les marchés s'éloignent à la hausse, moins on a d'actions. Plus elles s'éloignent à la baisse, plus on a d'actions. Okay. En échelle, comme des paliers d'échelle de à peu près 5%. Et sur des actions sélectionnées, pas sur des indices? Alors, on fait les deux. Dans ce produit-là, on fait les deux. On fait moitié indice, type MSCI World, S&P, et moitié actions sélectionnées. Mais c'est vraiment très large. Le but, c'est d'avoir beaucoup d'actions pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de risque spécifique. C'est qu'il faut qu'il y ait une action qui puisse faire faillite sans qu'on s'en rende compte. C'est que s'il y a un bouleversement économique à un moment donné, on l'a vécu avec le Covid, quand il y a un choc exogène dans l'économie comme ça, vous avez des très bonnes actions qui se retrouvent face à un problème insurmontable dans le tourisme, l'aérien, enfin on a vu des catastrophes. Donc le but, c'est surtout d'avoir pas de gros paris individuels pour que si jamais se produit quelque chose de grave, on ne soit pas impacté significativement. Ok, ça me semble assez clair. J'ai reçu récemment quelqu'un qui s'appelle Charles Gave, ça te parle, Charles Gave? Oui, ça me parle. Un personnage assez haut en couleur. Lui, il a une stratégie qui est... En fait, la problématique de tout ce que tu me racontes, c'est que c'est quand même assez complexe. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne. Et puis voilà. Et lui, il arrive, il me dit, finalement, l'autre stratégie des ETF, MSCI World, tu fais ça sur 30 ans, je te l'explique en 1 minute, t'as compris, t'y vas. Salut, il n'y a pas de frais en plus. C'est super. Marketing, c'est vraiment top, quoi. Lui, il te dit 25% actions, 25% obligations, 25% or et 25% cash. Et puis, tous les 3 mois, tu lisses. Donc toi, vous allez plutôt, quand les actions baissent, passer à 30, 40, 50% d'actions peut-être, voire plus. Alors, bon, d'abord, le fait de diversifier un portefeuille comme ça, alors je dirais qu'il n'y a pas assez d'actions dans le portefeuille parce que, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, nous, on n'a pas de boule de cristal, mais on aime bien l'histoire. Et dans l'histoire, les actions, alors les actions du leader du capitalisme, pas les actions russes en 1917 ou ce genre de choses, mais les actions du leader du capitalisme ont surperformé massivement l'or, les obligations, le cash, tout. Donc, je pense que les actions, c'est quand même le sujet central de l'épargnant à long terme parce que c'est là que la richesse est créée. Si tu les achètes bien. Voilà. Mais c'est quand même le point central. Donc, en général, dans un portefeuille diversifié statique, qui est un peu ce qu'il propose, on a tendance à proposer, pas spécifiquement nous, mais l'industrie a tendance à proposer en général pas mal d'actions, au moins 50%, parce que c'est là que la richesse est créée. Donc nous, on part de ce principe-là, qui est un principe passif, un peu comme un ETF, donc passivement, on a, je sais pas, par exemple 50% d'actions, 30% d'obligations, 10% de cash, 10% d'or, ou 5% d'or, 5% de bitcoin, exemple. Ça, c'est le portefeuille classique. Nous, on dit c'est bien. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui sur le long période, va fonctionner. On dit le problème, c'est que si on rentre à un moment donné où les actions sont très chères et par exemple les obligations sont très chères, la difficulté qu'on va avoir, c'est que le rendement futur, il va être impacté. Et c'est assez énorme. Je prends une statistique simple. Sur les 50 dernières années, si vous avez acheté le marché américain
Dans les 20% des cas où il était le plus cher, vous avez gagné sur les 10 ans qui suivent 3% par an. C'est pareil, c'est le meilleur marché. Hein. Si vous avez acheté au moment où c'était le moins cher, c'est 13% par an. Wow. Là, la différence, c'est 10% par an. Entre cher, pas cher. Et puis surtout, x4 des poussières. Hein. Voilà, capitaliser, c'est ça, c'est absolument ces intérêts composés. Donc, en fait, c'est simplement pour dire que le prix, finalement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le déterminant principal. Et surtout, c'est un déterminant qui est objectif, qui n'est pas un sentiment. C'est-à-dire que c'est pas, on se dit, tiens, je le sens pas. C'est pas, je le sens pas. C'est plus je paye cher, moins je gagne d'argent. Et donc, nous, on va reprendre l'évaluation au centre de l'allocation multi-asset, alors que c'est quelque chose, on parlait des fonds value. Dans le monde des fonds actions, l'évaluation, c'est central. La plupart des fonds actions actifs, sauf Momentum, prennent en partie de l'évaluation. Ce qui est étonnant, c'est que dans les allocations actions, obligations diversifiées, l'évaluation est plutôt secondaire. Et nous, on pense que c'est dommage parce que c'est statistiquement le meilleur critère à long terme pour dire est-ce qu'on va gagner un peu, pas moyennement, beaucoup. Voilà. Ok. Non, c'est super intéressant. Ce que je pourrais me dire si j'essayais de le répliquer à ma sauce, c'est que, bon, en effet, j'irai pas sur l'évaluation parce que c'est trop compliqué, j'ai pas 10 experts, etc. Donc je me dirais, je fais 50% d'actions en prenant des stratégies un peu simplifiables. Derrière, je mets mon truc de 30% obligue et les 20% qui restent, peut-être un peu plus de crypto que vous. Et puis voilà. Mais si je dois prendre ta théorie, à plus 5%, le marché prend 5% en actions, je m'allège de 5%, il baisse de 5%, voilà. Quel est mon point de départ ? Parce que la difficulté, c'est ça. Si je prenais le point de départ il y a quelques semaines, là, il était tellement haut. En fait, tous ces marchés n'avaient jamais été aussi hauts que j'imagine que tu peux te dire maintenant qu'il baisse, bah oui, là, ça commence à être intéressant. Mais quelle est la référence ? À quel moment je place mon curseur à 50% ? Est-ce que c'est à 3000 le CAC ? Est-ce que c'est à 4000 le CAC ? Ou à je ne sais pas combien le MSCI ? Alors, ce n'est pas une question de points, c'est une question de niveau d'évaluation. Donc, pour un particulier qui voudrait faire ça, il y a un tout petit peu de travail, mais il peut, sur Yahoo Finance, j'en sais rien, sur d'autres sites, il peut par exemple prendre le PER du CAC. Alors, on ne va pas prendre le CAC, on va prendre le MSCI World, un indice global, sur les 10 dernières années. Plusieurs d'autres niveaux, hein, ce qu'on appelle le prix sur actif, hein, différents critères. Et il va faire une moyenne. Donc, il va dire, par exemple, sur 10 ans, la moyenne du PER, je ne sais pas, c'est 15. C'est un exemple. Hein. Et donc, ça va centrer son portefeuille à 50-50. Et si ça décale et le PR monte, il passe de 15 à 17, puis de 17 à 18, etc., ça va le faire sortir et inversement à la baisse. Donc ça va lui permettre de centrer ce qui est une espèce de, ce qu'on appellerait en anglais une fair value, une valeur acceptable du marché. Et ça permet aussi d'accompagner un peu le marché parce que, évidemment, les niveaux d'évaluation des marchés ne sont pas les mêmes pendant une guerre que pendant un boom économique. Donc on a quand même une réalité économique. Mais ça lui permet de centrer, effectivement, de savoir quand est-ce qu'il doit plutôt rentrer et plutôt sortir. Ok. Toi, aujourd'hui, ton job, vous, chez VIA-AM, vous vendez... soit moi, je viens, comme je disais, j'ai mon portefeuille, je vais trouver... Le fonds Ladder, il s'appelle comment ? Il s'appelle VIA Ladder Premium. Donc Ladder en anglais, je rappelle, c'est parce que c'est échelle. Et Premium, c'est parce qu'on fait un petit truc en plus, qu'on va peut-être expliquer, qui fait que on peut faire ça de façon encore plus rentable. Le fait d'acheter à la baisse et de vendre à la hausse. Donc je vais l'expliquer. Ouais, vas-y, je t'écoute. Donc d'abord, j'aime bien dire que nous, on a des fonds, donc on va dire qu'on est gérant. En réalité, je pense que notre métier, c'est 5% de gestion, mais c'est surtout 80% de recherche, 15% d'exécution et 5% de gestion. La gestion, c'est... on ne se lève pas un matin en disant tiens, et si on faisait ci, si on faisait ça. On fait beaucoup de recherche, et c'est une recherche qui est très historique. C'est comprendre comment les marchés fonctionnent, et après, on essaie d'exécuter ça correctement. Quand on dit qu'on achète à la baisse et qu'on vend à la hausse, on peut, sur Boursorama, Fortunéo, je ne sais pas, placer un ordre. Et dans ce cas-là, monétairement, comment ça se passe pour l'investisseur ? Il va placer l'ordre, il ne se passe rien. S'il est exécuté, il paye une commission. D'accord ? Donc le fait de placer un ordre dans le marché à l'achat ou à la vente ne lui rapporte pas d'argent, ça lui coûte une commission de transaction. Il existe d'autres instruments pour rentrer sur les marchés ou sortir, qui sont les options. Je ne sais pas si sur vos podcasts, vous avez déjà eu l'occasion d'en discuter. Oui, il faudrait que je refasse un épisode là-dessus. C'est un peu comme de l'assurance. Les puts et les calls. Voilà, exactement. Ce sont des primes d'assurance. En fait, dans le marché, on peut acheter ou vendre des primes d'assurance sur le fait que le marché monte ou baisse. Okay. Ça fonctionne comme une assurance. Donc, par exemple, on va dire, moi, en tant qu'investisseur, je suis prêt à acheter le S&P 500 américain à moins 5%.
Donc je vais vendre un put. Donc ça veut dire que j'achète. Il faut vraiment le réexpliquer à moins 5%. Ça veut dire que dès qu'il sera, on est à 100 par exemple, dès qu'il sera à 95, j'en achète. C'est ça ? Exactement. Et ça peut être vendu. Donc je peux, moi, vendre une prime à quelqu'un qui a besoin, lui, à l'inverse, de ne pas perdre plus que 5%. Donc si le marché baisse de plus 5, il est protégé. Moi, j'ai envie de rentrer à 5%. Et donc je vais vendre une prime d'assurance à moins 5%. Et le marché, donc cette personne qui va m'acheter cette prime d'assurance, va me payer pour ça. Okay. Et donc le fait de faire du ladder, donc le fait d'être prêt à acheter à la baisse et à revendre à la hausse, on peut le monétiser. On peut être soi-même un assureur et on peut devenir un assureur et gagner des primes. Et ces primes-là, on peut les réinvestir. Okay. Donc c'est pour ça que le fonds s'appelle Ladder pour échelle et Premium, parce qu'on va utiliser ces primes pour se faire payer sur quelque chose qu'on veut déjà faire. En fait, le marché, naturellement, il cherche à s'assurer. Hein, c'est comme... Il m'a perdu quand même, là. Je revois. Donc, la hausse, la baisse, les primes. Ça me parle très fort. Ça me rappelle vraiment beaucoup le stacking dans les cryptos, quelque part. Mais on l'a refait. J'ai 100. Je vends, je veux acheter à 95. Il y a quelqu'un qui voudrait acheter, alors est-ce qu'on peut dire à 105 ou il voudrait se... Non, dans ce cas-là, il veut se protéger contre le fait que le marché baisse de plus que 5%, donc sous 95. Ok. Si jamais le marché, juste pour comprendre là-dessus, mon option, si jamais le marché baisse à 95, automatiquement, moi j'achète, c'est ça. Ouais. Donc je suis long à 95. J'ai acheté à 95. J'ai acheté à 95, je suis content. Ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire. J'ai pas gagné, j'ai rien gagné de spécial. Hein. Si. La prime d'assurance. Ok. Parce que quand j'ai vendu cette prime d'assurance pour dire je suis prêt à acheter à 95, je vais monétiser cette prime d'assurance, par exemple 2, 3%, 4%. Et donc, je vais pouvoir garder cet argent. Ces 4%, c'est de l'argent. C'est 4% fois le montant engagé. Et ces puts, ils ont souvent, ces choses-là, ils ont souvent une durée. C'est-à-dire que j'ai 3 mois pour que ça passe à 95. Je vais payer un petit truc pour ça. Moi, je vais le vendre dans ce cas-là. Ok. Donc, nous, on est toujours vendeurs, puisqu'on veut où rentrer, où sortir. Et le marché, il est toujours en moyenne, notre industrie est toujours un peu dans l'autre sens. C'est pour ça que je parle d'être assureur et pas l'assuré. Si je me mets dans le monde de l'assurance habitation, donc il y a des assureurs qui vendent des primes d'assurance sur les logements pour pas que ça brûle, qu'il n'y ait pas un dégât des eaux, j'en sais rien. Et ils touchent une prime. Okay, et si jamais l'accident se produit, ils remboursent un certain montant dessus. Okay. Là, dans le marché, il y a plein d'acteurs qui cherchent à s'assurer contre la baisse du marché. Et ils sont prêts à payer pour ça. Et là où il faut comprendre, c'est un point quand même important, c'est que le marché, il est fait de plein d'intervenants qui ont des objectifs différents. Oui. On est d'accord, hein, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à investir à court terme, des gens qui achètent des entreprises, des gens qui épargnent. Et les épargnants, donc les auditeurs aujourd'hui, voilà, un de leurs objectifs, c'est par exemple leur retraite, d'avoir une retraite complémentaire. De ne pas perdre d'argent. Non, ce qu'il faut, c'est en gagner. Oui. Mais avant tout, quand même, de ne pas en perdre, non ? Enfin, je sais pas. Alors, pour la retraite, oui et non, parce qu'avec l'inflation, moi, je dis c'est ce qu'ils veulent, eux. Moi, je dis pas que c'est la bonne strat, mais souvent, quand même, non. Madame Michu, elle veut pas perdre d'argent. Alors, mais c'est un très bon point. Je reviens avec le risque. Il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. C'est-à-dire que Madame Michu, il ne faut surtout pas qu'elle achète une action comme ça parce que ça lui toque un jour et qu'elle mette 100% de sa retraite dessus parce qu'elle peut finalement faire fortune. Puis ça, c'est généralement Monsieur Michu qui est un peu con et qui fait ça. Oui, c'est pas féminin. Madame Michu, elle est moins bête que Monsieur. En général, absolument. C'est un très bon point. On a d'ailleurs pas assez de femmes gérantes. Je pense que les performances seraient meilleures. Donc effectivement, ça, on va vraiment le déconseiller de dire voilà, je rentre tout d'un coup. Par contre, pour Madame Michu, si Madame Michu veut avoir une retraite, elle a 30 ans, elle va avoir une retraite favorable, il faut qu'elle prenne du risque. Mais il faut qu'elle prenne du bon risque. Et il n'y a qu'un bon risque qui est connu, prouvé, c'est le risque des entreprises dans leur ensemble, de l'économie dans son ensemble. Tant que l'économie capitaliste fonctionne, les marchés progressent. Okay. Simplement, elle va gagner plus ou moins en fonction du prix qu'elle a payé au départ. Oui. On est d'accord ? Donc, une fois qu'on a dit ça... on est d'accord. Voilà. Donc, ce qu'on conseille dans ce cas-là, c'est d'en mettre plus ou moins en fonction du prix. Et nous, ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'on peut, en faisant ça, toucher des primes. Pourquoi ? Parce que Madame Michu, elle n'a pas le même intérêt qu'un assureur, qu'une banque, d'autres gens. Et ces autres intervenants, ils vont souvent chercher à s'assurer. Okay ? Alors que Madame Michu, elle ne veut pas s'assurer, elle veut une bonne retraite. Et pour maximiser sa retraite, elle peut non seulement investir dans les actions quand elles sont pas chères, mais elle peut se faire payer par des institutionnels, par des professionnels,
pour les assurer. C'est assez incroyable. Et non seulement elle va gagner une prime par rapport à ça, comme un assureur, mais surtout elle va réinvestir cette prime dans les marchés. Donc c'est un bonus, c'est un effet comme une espèce de bonus. Et ça, c'est très, sur longue période, c'est extrêmement efficace. Ok, je l'ai. La question que je peux te poser, c'est quand tu assures quelqu'un, il y a des moments où il perd, enfin tu perds, non? Parce que l'assurance, tu es sur des catastrophes, il y a des moments où des catastrophes, elles se passent et toi tu perds ton argent. Exactement. Donc ça, c'est la grosse différence. C'est la limite de la comparaison, mais c'est notre avantage, c'est la grosse différence par rapport à l'assureur. Donc je prends l'assureur qui est sur la maison, il touche une prime d'assurance, si la maison brûle, il la rembourse jusqu'à un certain montant. Okay. Nous, on vend une prime d'assurance qui est de dire je veux acheter à -5, -10, -15, -20, mais je veux déjà le faire. Donc j'ai le choix d'aller sur Boursorama et de mettre mes limites, et donc de payer une commission si jamais le marché baisse, ou de faire la même chose en vendant des options à -5, -10, -15, de toucher une prime, et simplement, plutôt que de rembourser la maison, je vais simplement me retrouver à acheter le marché à -5, -10, -15. Okay. Et donc, c'est presque ce qu'on peut appeler un free lunch. Je l'ai complètement compris, ça y est, merci. Donc ça, ce sont des choses que vous intégrez aussi via Ladder Premium, qu'on peut acheter à partir de combien? 1000 €. 1000 €. Ouais. Ok, à 1000 €, j'imagine que sur 1,5%, tu te dis ça dépend du prix. Si je veux acheter à 0,5 0,5, ça doit être quelques centaines de milliers d'euros. Ok, très bien. Vous avez des gens qui vous commercialisent? Ceux qui nous écoutent là, si j'ai des CGP qui viennent. Oui, on commence. Alors comme ça, alors sur la partie action, ça fait très longtemps qu'on est présent. Sur cette partie-là, ça fait moins longtemps, c'est près de 18 mois qu'on est présent. Donc on est en train d'intégrer notamment ce produit dans les contrats d'assurance vie, voilà. Mais le but, c'est qu'il soit aussi disponible en compte titre. Alors pas en PEA parce que c'est global, donc on n'a pas que des actions européennes dedans, même s'il y en a. Mais l'idée, c'est que ce soit relativement populaire. Mais indépendamment du produit, on en a discuté avant, c'est que c'est quand même une méthode indépendante de ce produit-là qui peut quand même être pratiquée d'une manière générale. Et d'ailleurs, en réalité, elle est pratiquée. Je veux dire, beaucoup d'investisseurs ont le réflexe et l'intuition que quand les marchés baissent, c'est les soldes et que ça vaut le coup de rentrer. Notre proposition là, elle est simplement de le faire de façon organisée. C'est-à-dire que, encore une fois, je conseille absolument, là, on est dans une période de marché qui est assez turbulente, je ne sais pas ce que ce sera quand le podcast sortira, mais en général, le marché ne baisse pas sur des bonnes nouvelles. Donc en ce moment, là, il y a des mauvaises nouvelles, parfois très mauvaises. Donc logiquement, le marché baisse, mais si on a un horizon de long terme, il faut en profiter. Donc on peut le faire soi-même en mettant des limites tous les 5%, on peut le faire en vendant des options, on peut le faire en achetant un fonds, il y a quand même pas mal de façons de le faire. C'est sûr que le fonds, c'est la manière la plus organisée. Voilà. Ok, passionnant. Non, c'est vrai, la difficulté, c'est de savoir, on est au-delà du temps imparti, mais c'est de savoir à quel moment, en effet, tu rentres, à quel moment ça baisse. Et surtout, quand ça baisse très fort, il y a quand même aussi un moment où un biais, tu te dis, waouh, là, on est tellement parti à la casse. Enfin, je veux dire, le CAC est à 2000, c'est fini, quoi. Tu vois, il y a un moment, tu n'as même plus envie de rentrer, parce qu'en plus, tout ce que tu as acheté à 3005, à 3002, à 3000, à 2007, à machin, tu es à 2000, tu as déjà perdu beaucoup d'argent, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai perdu assez, tu vois aussi. C'est le biais un peu difficile quand tu n'es pas un professionnel. Alors, c'est très important. Il y a deux remarques, à mon avis, importantes. D'abord, on perd moins quand on a payé moins cher. Donc là où on perd beaucoup, c'est souvent quand on a payé très cher. Bien sûr. C'est là où il y a vraiment voilà, quand on a acheté vraiment très cher, là, on met du temps à se récupérer ou on se récupère jamais. Et la deuxième chose, c'est pour ça que l'utilisation d'un produit packagé, d'un produit qui est une stratégie qui est toute faite, est très importante parce que ça va être tellement dur psychologiquement de le faire soi-même que d'allouer son épargne à quelque chose qui fait déjà ça permet de s'enlever la difficulté psychologique de résister dans la baisse. Guillaume Dolisi, un très bon vendeur. Moi, je suis chaud. Je me suis noté quelque part acheter via Ladder Premium, tu vois, pour regarder par où je vais passer, comment. En tout cas, je trouve ça très convaincant. Et puis, c'est intéressant de voir aussi beaucoup de gens qui réfléchissent. Ce qui est difficile, et là où je te souhaite bien du courage, c'est que c'est quand même, au niveau marketing, pas simple. Et c'est aussi le succès, je pense, de plein d'autres stratégies d'investissement qui sont, vas-y, faciles, tu vois. Là, dire acheter au bon moment, tu vois, il y a souvent ceux qui te vendent le truc d'acheter au bon moment, c'est quand même des magiciens avec des boules de cristal et tu leur fais pas confiance. Là, il y a toute une strate avec pas mal de choses, donc je commence à la comprendre. Et c'est aussi intéressant d'avoir fait justement ces épisodes avec Charles Gave ou avec des gens avant qui arrivent avec des stratégies qui sont de gestion de portefeuille un peu holistique, très différentes, peut-être
plus facile à comprendre et d'aller dans des choses un peu plus complexes. Donc, alors, c'est complexe à exécuter, mais c'est quand même, encore une fois, une recette de grand-mère. Hein. C'est acheter à la baisse, vendre à la hausse, c'est pas la révolutionnaire. Oui, mais quand tu l'expliques comme ça, enfin, savoir quand est la baisse, quand est la hausse et comment t'accélères, c'est aussi ça. C'est le DCA. C'est le DCA, plutôt que de le faire dans le temps, c'est de le faire de haut en bas. Compris. On peut te suivre sur LinkedIn. Oui. Voilà, Dolly ici, on l'écrit avec un I à la ISI, voilà. Très bien. On peut donc aller sur le site Via M, mais bon, il n'y a pas grand-chose à y faire. Plutôt suivre Via M. T'as une newsletter, un endroit où on peut suivre ou des endroits où on peut te contacter? On a fait une vidéo, tout à fait. Donc on a une newsletter et puis on a fait une vidéo de 3 minutes justement sur le fond ladder. Que je trouve où? Sur le site, on peut la récupérer. Elle est sur YouTube ou Elle est sur YouTube aussi. Ok, je mettrai le lien sur le descriptif. Et si on veut te contacter de ma part, c'est possible? Ouais, par exemple sur LinkedIn, c'est une bonne idée. Ouais. Très bien. Et si on, je sais pas, des CGP, des gens qui viendraient de ma part, tu peux leur faire un petit cadeau de bienvenue ou un truc comme ça? On saura les recevoir dignement. Allez, très bien. Via AM, vous pouvez suivre toutes les actualités un peu en suivant Guillaume aussi. C'était passionnant. Merci. Merci, j'aime bien me triturer le cerveau. La pauvre Madame Michu, je sais pas s'il a écouté. Monsieur Michu, on l'a perdu, lui. De toute façon, il a acheté du Tesla, il a tout perdu aussi. On l'embrasse quand même. Je sais pas si les Michu existent, mais j'aimerais pas m'appeler Michu. Et puis, à bientôt, Guillaume. À bientôt. Merci pour ton temps. Salut.